plaisir d'animer avec Vincent cette rencontre. Merci d'être là. Et à tout à l'heure. Et je vais continuer Eric, en fait, on s'est connus en 2017 à l'occasion de sa première exposition à Paris sur laquelle j'avais écrit. Oui. Je suis un artiste, comme ça, quand ça vous rend. Oui, Bon. As-tu vraiment besoin d'aller là-bas? On n'a toujours pas la réponse. Eh bien, allons-y. Alors, c'est une question que je me suis souvent posée en regardant le travail de Vincent Gicquel et qui m'a fait penser à une question que j'avais posée il y a quelques années à une artiste dont j'aime également beaucoup le travail. Et cette artiste s'appelle, vous la connaissez peut-être, Marlène Moquet. Et quand je regardais le travail de Marlène Moquet, je lui dis un jour, mais d'où viennent tes sujets? Est-ce que c'est des rêves? Et je lui dis, mais j'aimerais bien être dans ta tête la nuit. Et elle m'a répondu, ah mais c'est pas la nuit, c'est le jour. Et là j'avais éclaté de rire parce que je me disais, mais il s'en passe quelque chose dans sa tête de jour. Alors j'ai envie de te poser la même question, d'où viennent tous ces sujets, tous tes sujets? C'est souvent un petit peu le même, mais d'où est-ce que ça vient? Déjà, je ne pense pas que ça vient de mes rêves, parce que justement, je dors comme un bébé et j'ai des rêves très ludiques, moi. En général, je me suis tellement exprimé avec ces personnages de manière assez consciente le jour, qui me laissent très tranquille la nuit. Donc je dors vraiment très bien. Et moi, par exemple, si je suis en manque d'océan, je peux très bien rêver être ici avec vous et voir le bac juste là en me disant, tiens, je me rappelais pas qu'il y avait dans le marais un océan. Donc le rêve va se passer comme ça, mais ça ne va pas être beaucoup plus torturant que ça. Mais parce que je pense que j'exprime tellement de choses le jour, et je suis tellement assez... j'essaie d'être assez objectif avec les questions que je dois me poser pour avancer en tant qu'homme. Et donc les personnages, je pense que c'est toujours... alors ça a toujours été clair. Par exemple, ce que je peignais il y a 15 ans, je ne sais pas si vous connaissez bien la chronologie de ma peinture, mais il y avait beaucoup de personnages qui malaxaient des formes un peu molles, et on avait l'impression de voir des artisans au travail. Et je pense que c'était vraiment, je n'avais pas la conscience de ça au moment où je les peignais, et c'était vraiment l'allégorie de moi dans l'atelier qui se demandait quoi peindre après Caravage, Bacon et tous ceux qui avaient fait la peinture et l'histoire de la peinture. Je savais être chargé de ce poids-là, mais je ne savais pas encore comment malaxer la peinture à l'huile, et donc je peignais des artisans qui avaient des outils inappropriés, qui symbolisaient le pinceau, qui était le mauvais outil, pour faire ce que j'avais à dire. Et donc finalement, ces personnages ont toujours été moi, et ils ont un peu évolué dans leur manière d'être au monde, mais dans mon atelier, par exemple, il y a trois grandes verrières un peu en haut de l'atelier, je les retrouve ici, et ça c'est assez inconscient, mais comme souvent ils naissent, mes tableaux naissent d'une idée et finissent par être totalement autre chose, retournés, et finalement parfois il y a une vingtaine de tableaux sous un tableau, et donc mes personnages ils viennent vraiment une sorte de succession de mécontentements, c'est-à-dire qu'en fait je cherche une sorte de tableau qui fonctionne, qui soit assez honnête avec ce que je pense de moi en tant que peintre dans le monde. Donc je pense que c'est quand même des autoportraits, il y a toujours cette fuite là qui... Et je pense aussi que dans ce... J'essaie d'être clair parce que sinon je peux partir vraiment... Non, mais on va te... mais dans le sujet, je pense que c'est moi dans la peinture, c'est nous à travers le monde, c'est l'histoire du premier homme ou du dernier, on a du mal à cerner l'ethnie, la langue, l'âge qu'ils ont. Je pense que c'est, quand Nietzsche disait c'est un livre pour tout le monde et pour personne, là, je pense que ces personnages c'est un peu moi, vous, et tout le monde et personne, mais je me reconnais parfois parce que je suis comme ça dans l'atelier, et donc je me dis tiens lui ça peut être moi. Est-ce que j'ai eu besoin, je pense qu'à un moment donné j'ai effacé ce bleu en me disant c'est nul ce bleu derrière, et en effaçant ça fait une sorte de silhouette par exemple. Et je me suis dit tiens ça c'est intéressant, du coup ça m'amène sur autre chose, je me dis tiens on a l'impression qu'il attend un IRM ou une radiographie de son corps, et je me dis tiens ça c'est intéressant, et quand moi je sens percevoir une sorte d'histoire auquel je peux croire, là je me dis si moi j'y crois, les autres y croiront aussi. Et donc moi je suis quelqu'un qui veut surtout pas faire des œuvres incroyables, parce que les gens disent oh là c'est incroyable, moi je veux que ça soit croyable justement. Donc si c'est incroyable, moi il n'y a que la magie qui m'intéresse, et en fait la magie c'est magique parce qu'il n'y a pas de truc. Les illusionnistes ça existe, mais les magiciens il n'y a pas besoin de faire des tours pour être un magicien. Et donc finalement, il y a des grands cuisiniers qui sont des magiciens et des illusionnistes qui sont que des illusionnistes. Moi j'aime bien quand il n'y a pas de truc. Et quand je sens qu'il y a un truc, où il y a quelque chose qui grince, où les personnages n'ont pas d'odeur, je suis obligé de les maltraiter et de leur faire
de leur faire agir. En tout cas, j'ai eu besoin de cette radiographie pour me dire, tiens, ça parle de toi, ça parle de la radiographie, ça parle de ce que tu as au fond. Mais ça ne me suffisait pas, et c'est quand le troisième personnage vert est apparu que j'ai trouvé le tableau intéressant, parce que c'est pour ça qu'il s'est appelé Prisme. J'aime bien l'idée du kaléidoscope, de ce côté miroir et de ce côté à multiples visions. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent on ne comprend pas grand-chose, ou on n'y voit pas, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Et je leur dis mais toutes les interprétations sont bonnes, parce que finalement j'adore quand ça a une histoire pour moi assez cohérente, que ça parle de mon parcours de peintre et de et la posture qu'on a tous, les questions assez universelles. Et en même temps, j'aime bien l'idée qu'au moment où vous voyez le tableau, ça peut évoquer une part de vos questions. Alors, tu parlais de ce personnage tout à l'heure, qui peut être notre portrait ou chacun d'entre nous. Moi, j'ai plein de questions sur ce ou ces personnages. La première, c'est pourquoi généralement sont-ils nus? Alors ça, hyper important, dans le sens où je ne veux pas qu'il y ait de hiérarchie possible ni de costume. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un costume, on a déjà un rang social. En fait, je pense qu'on échappe tous à nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, et qu'on fait tout pour s'arranger entre la naissance et le tombeau, une sorte d'existence supportable. Et en fait, on est très très fort pour imaginer les galipettes qui nous fassent passer d'un état à l'autre. Mais quand on est tous en chimiothérapie à la fin, dans les dernières secondes, où finalement on se rend compte qu'on a perdu du temps, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, là il n'y a plus de costume possible. On est tous avec nos tuyaux, les machins, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus rien. Et je pense qu'on accède à des vérités un peu trop tard. Moi en fait, quand j'avais 7-8 ans, j'ai compris ça très tôt. Je me rappelle rentrer de l'école en me disant mais dans toutes les chansons, dans tous les films, dans toutes les grandes œuvres, et chez tous les vieux qui vont mourir, ils se posent des questions que je me pose moi, en se disant putain, ça passe vite. Donc je me suis dit, il ne faut pas perdre de temps dès maintenant. Et donc moi, à partir de l'âge de 10-11 ans, je crois que je n'ai pas perdu une seconde pour faire autre chose que ce que mes désirs me portaient à faire. Donc je suis convaincu d'avoir eu cette chance-là, et je pense que je peins par empathie, c'est-à-dire que je suis vraiment un misanthrope amoureux des gens, moi. C'est-à-dire que je supporte personne comme Brassens et je suis très bien tout seul. Et en même temps, vous voyez, je suis assez à l'aise pour parler des gens et des humains. Et je pourrais parler avec tous les gens qui étaient là, il y a des gens qui étaient là un peu avant, pendant des jours et des heures, pour qu'ils soient persuadés de ne pas avoir à attendre d'être en chimiothérapie pour comprendre qu'il y a autre chose à faire que de pleurnicher ou de rêver à des cauchemars. Moi, je rêve très bien, mais parce que j'ai pu exprimer les choses. Et moi, en fait, ma peinture, je crois qu'elle encourage un peu ça. Parce que quand Nietzsche vous dit ce livre est pour personne et pour tout le monde, il vous dit mais lâchez ce livre des mains, allez vous connaître, allez faire ce que moi je fais, et quand vous aurez compris ce que j'ai compris, vous reviendrez vers moi plus léger, avec même plus besoin de moi en fait. Ma peinture, j'aime bien cette idée de, je disais l'autre jour à Eric, quand j'ai écrit le petit texte là, mon beau miroir, j'aime bien l'idée que ce soit des tableaux qui piquent. J'aime bien, c'est ce que je disais à la dame tout à l'heure. Quand je leur dis mais vous aimez la violence, les gens disent bah non. Je leur dis mais la violence d'un défibrillateur, c'est hyper important, ça peut sauver une vie. Si c'est votre compagne au sol, on dit bah foutez le truc, t'as pas envie de regarder le geste parce que tu sais que ça va être violent, mais en même temps si ça peut donner la vie, c'est important. Donc j'aime bien provoquer des faux pièges. Il n'y a pas de piège dans ma peinture, mais par contre je fais tout pour qu'on puisse tomber sur le premier degré. Et je trouve que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et tout le temps, c'est parce qu'on pense qu'une étoile jaune sur une chemise, c'est catastrophique par Auschwitz. Mais non, c'est peut-être celle du shérif qui a tous les droits au Texas. Il a la même étoile jaune au même endroit, sur la même chemise, sauf qu'il y en a un qui n'est pas en Pologne. Et donc, c'est le même symbole, mais qui peut dire tout et son contraire. Donc moi, j'aime la violence des défibrillateurs. Je m'en fous d'avoir une étoile jaune si je suis au Texas, parce que j'ai pas trop envie de prendre le train. Mais encore une fois, s'il fallait prendre le train, c'est quitter un monde qui, de toute façon, est assez fou. Donc j'aurai la force de toute façon pour me dire c'est pas trop grave. Alors tu parles de chimio, de fin de vie, etc. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont chauves, assez blêmes, pour certains assez squelettiques quand même avec ça dépend. Ou assez transparents. Si je peins après avoir passé 6 mois dans l'eau à surfer au mois d'octobre, je peins plutôt athlétique.
Et lui, ça doit être plutôt, tu vois, à un moment de Noël, un petit vent. Donc je pense qu'il me ressemble plus qu'on pense. C'est-à-dire que parfois, je me sens sans doute plus en doute dans ma peinture, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je sens qu'il s'échappe un peu comme lui, là, il n'a pas envie d'aller à l'atelier le matin, tu vois. Il se dit, mais je me suis enfermé dans une cage de peinture avec quoi faire après Caravage, après Francis Bacon, après tous les grands. Et tu te dis, bah voilà, toi, tu as envie de t'échapper et fuir toi-même, fuir le. Ça, il pose beaucoup de questions sur le fait que tu es à la fois. C'est quoi s'échapper, c'est quoi être libre, c'est quoi fuir tu t'embarques toujours avec toi, donc tu as toujours le fardeau du corps, comme disait Suran, donc tu peux partir au bout du monde, tu vas embarquer ta carcasse. Si tu n'es pas le meilleur ami de toi-même, tu pourras fuir comme tu veux, tu pourras fuir en faisant du marathon, en achetant compulsivement des sacs Vuitton pour essayer d'assouvir ta collection. On est très très fort pour fuir ce qu'il y a à fuir. Le jour où tu n'as plus de costume, plus de cheveux, plus beaucoup de temps, tu prends conscience en fait que simplement ça, là, ces branches qui volent parce que c'est le printemps qui revient, ça n'a pas de prix. Mais il faut être complètement con pour attendre le dernier jour en fait. Et c'est en fait en cela que la peinture doit réveiller, que les grandes œuvres soient réveillées, et qu'on puisse se dire mais j'ai vu encore ce livre, je comprends cette chanson, et je reprends le métro le lendemain pour faire un métier que je n'aime pas. Pour moi c'est inadmissible en fait. Et ouais, la seule manière d'être rock'n'roll, c'est d'être heureux malgré tout. La seule manière d'être politique. Je crois que la peinture est très politique. Moi, je suis un peu politique comme l'était Brassens. C'est-à-dire qu'en prenant la plume, tu en dis beaucoup plus qu'en allant mettre. J'adore les gens qui te disent, des fois je provoque exprès quand je vois les gens qui disent mais tu ne peux pas ne pas aller voter aujourd'hui contre le Front National. Alors, c'est même pas ça, c'est qu'ils me disent par exemple, entre Hitler et Bob Dylan, il faut absolument aller voter. Je leur dis, bah, je vais voter Hitler. Ils me disent, ah bah non. Je dis, bah ouais, mais s'il faut y aller. Dans ces cas-là, c'est une dictature. Tu m'obliges à voter pour celui qui. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas confondre les combats. Moi, j'adore provoquer des questions, mais encore une fois, j'adore que ma peinture soit provocatrice si elle provoque comme un défibrillateur quelque chose qui soit bénéfique. Mais je ne veux jamais blesser les gens. La nudité, pour moi, ce n'est pas la question, c'est juste qu'il n'y a rien à cacher. Si on parle ouvertement des choses, si on veut que vous alliez mieux, je ne vais pas vous dire on va au restaurant, on mange une entrée, prenez celle que vous aimez et on se dit bonjour, bonsoir. Ça ne va pas résoudre grand-chose. Par contre, si on passe la nuit à parler de vos problèmes, de vos questions, de votre famille, de votre histoire, de ce qui vous fait du mal, de ce qui vous touche, on va se souvenir des belles choses. Et ça va vous toucher de manière plus profonde, mais ça va provoquer des choses qui valent la peine d'être vécues. Donc j'aime bien l'idée que c'est pas impudique, c'est qu'il faut être objectif sur les choses. Si tu as mal, je t'enlève le pieu que tu as longue mais si je te dis c'est juste un bout de bois, ça va aller, continue à pédaler, on va rien résoudre. Donc je pense que moi, mes personnages sont à la fois ça, ce discours entre nous et vous, entre moi et moi, mais en essayant de... Moi en fait, c'est le plus complexe, c'est moi et moi. C'est-à-dire que pourquoi je sais très bien, par exemple, pourquoi ils me regardent, pourquoi mes personnages me regardent. Ben là, pour le coup, c'est très lié à l'intrusion de ma mère qui était assez intrusive et qui était toujours un peu à se mêler des choses qu'il fallait. Enfin, je sais pas ce que j'ai compris, parce que là, ça va être un peu plus. J'essaie d'être simple. Non, mais c'est la question suivante que je posée, donc c'est parfait. Non, elle était là, donc. Non, mais parce que d'où ils viennent, hyper important. La nudité, c'est juste énorme, mais on peut faire le lien avec la nudité, donc, vraiment pour une question d'objectivité et de ne pas avoir de sujet tabou pour aller dans les choses importantes. Il y a un côté, j'adore la psychanalyse, donc j'adore forcément le côté très freudien et très jungien et lacanien avec mes titres aussi. Par exemple, je me disais, bon, c'est vrai que j'ai assez insisté sur le côté sexuel dans certaines parties de mes tableaux anciens. Alors ça, on y reviendra un peu après. D'accord, mais c'était pour parler du côté Lacan des titres. Mais pour en revenir à l'intrusion et au truc, on vient des fois et ils nous dérangent par leur liberté, ou même parce qu'on a l'impression de venir déranger ces personnages. À un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on vient faire là, nous, ils nous obligent à les regarder à un moment donné où c'est peut-être assez intime, ils préfèrent être tranquilles, on les laisse dans leur errance et dans leurs questions. Et je pense qu'il y avait un peu de ça. J'ai compris ça assez vite, le côté intrusif, parce que je l'avais assez perçu de ma mère. Mais j'ai compris par contre que
Moi qui avais une enfance cool, pas du tout problématique, quand on voit le nombre d'enfants qui souffrent, le nombre de femmes battues, le nombre de... c'est inimaginable. Moi j'étais un peu passé entre les gouttes de tout ça avec grande chance, avec des parents qui avaient fait les beaux-arts, qui se sont rencontrés aux beaux-arts, qui m'ont mis au monde dans les années 70. À la peinture. Voilà, ma mère était prof de dessin, donc j'ai été nourri de toutes les grandes œuvres tout le temps, avec finalement une liberté de pouvoir m'exprimer de toutes les manières possibles. Sauf que mon père avait cette liberté-là, ma mère aussi, mais je pense, et ça je l'ai compris assez tard, que le côté un peu... c'est pas leur sexualité ou leur corps nu qui me gênait dans ma peinture, mais c'est plus le côté de ce pour entrer là, tu vois, comme s'il se protégeait comme un animal en cage. Et je me dis, ça c'est étrange parce que ça revient. Et dans le tableau sombre que j'ai exposé au Grand Palais l'autre jour, là, avec cette grande masse, parce que moi j'essaie de comprendre le peintre que je suis aussi, hein, donc je me mets exactement, j'aurais pu m'asseoir avec vous. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il peint ce con là, avec ces trucs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et des fois je vois mes tableaux et je me dis, mais j'ai cru bêtement que c'était Sisyphe avec ce côté d'absurdité et de ce travail qui arrive en permanence comme un rocher. Moi j'ai compris assez, il y a peu de temps, que c'était le poids intergénérationnel. On en parle souvent des trucs un peu que les choses pas claires ont pu être vécues, pas dans mon cas, dans ma génération, enfin dans ma vie à moi, mais sans doute celle de ma mère. C'est pour ça que pour certains tableaux pour ma mère c'est assez insupportable. Pourtant elle adore son fils, mais quand même c'est insupportable. Mais du coup il y a beaucoup de ça dans les personnages, c'est-à-dire cette répulsion-attraction que j'ai pu ressentir à un moment donné. C'est-à-dire j'étais à la fois le génie du siècle à travers ses yeux, et en fait j'ai tout fait pour faire des tableaux horribles, pour qu'elle se dise mais il est fou, ce génie c'est vraiment un connard. Donc il y avait un peu de cette mise à distance, mais pas qu'on quitte tous nos parents d'une manière ou d'une autre pour essayer de couper les ponts, mais moi il fallait que je puisse rompre avec cette intrusion. Est-ce qu'elle voulait absolument voir de moi petit, qu'elle sans doute était un peu problématique, pas violent, hein, mais en essayant de poser quand même assez problématique pour que j'en fasse ces tableaux-là. Mais j'ai eu besoin du coup de la mettre à distance en la confrontant à son regard à elle. Que moi, j'avais pas trop. Je préférais être tranquille à dessiner, mais tu vois, il y avait toujours un truc qui venait. Et donc, je pense que, enfin, je suis sûr que cette question du regard vient de là. Et après, forcément, je l'ai associé au regard de la peinture, au regard du monde, au fait que l'œuvre d'art existe que quand on la regarde. Et j'aime bien l'idée que ça soit vous, encore une fois, l'œuvre d'art. Donc, quand vous êtes devant, d'un seul coup, il vous regarde, ça veut dire qu'il vous prend en compte. Vous devenez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que si on passe un moment et qu'on se parle vraiment, je vais tenir compte de vos histoires respectives et je ne peux pas juger les gens parce que je les vois d'une manière très analytique et très que vous me parliez du pain que vous avez mangé ce matin ou du cancer du côlon, pour moi c'est la même chose. Pour moi, mais bon. Non mais parce qu'il n'y aura pas ce sera le même degré oui, parce qu'en fait, il y a un côté médical. C'est-à-dire, encore une fois, sans doute pour contrer ce regard un peu intrusif ou mal placé des gens, ça peut être celui de ma mère, mais celui de tous les gens. Le côté, par exemple, moi, j'ai dans ce monde où il y a toutes les femmes qui se disent je suis confronté à MeToo, il y a des problèmes de pouvoir, de machin. Moi, j'ai dit à des millions de femmes, enfin des milliers de femmes, qu'elles étaient jolies, il n'y en a aucune qui s'est plainte de rien du tout. Mais mon attitude, elle était inattaquable. Donc, ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait qu'un tableau, on y croit ou pas. C'est-à-dire que si un tableau vous montre quelque chose on parlait de Balthus tout à l'heure, il y a certains tableaux qui sont plus dérangeants que les nymphéas de Monet, parce qu'on se dit quand même. Mais sauf qu'encore une fois, Balthus me dérange moins que Marc Dutroux. Je préfère que si Marc Dutroux avait peint des petites filles, ça aurait été un peu moins problématique. Donc, tout ça pour dire que d'où viennent les personnages. Et c'est pour ça que j'avais dit un jour, pourquoi vous avez fait de la peinture? Je leur ai dit parce que j'avais trop d'humour pour être tueur en série. Alors je l'avais, celle-là, oui, bien sûr. Je me suis pas rendu compte quand j'ai dit le journaliste était beaucoup moins fin que toi. Et moi, pour finir au truc, quand il me dit mais pourquoi vous peignez, je lui dis parce que j'avais trop d'humour pour être tueur en série. Mais tu sens bien qu'avec lui, l'humour pourrait te manquer à un moment donné. Mais c'était juste pour lui dire en fait que on en est tous là. C'est-à-dire que ce qui fait que tu bascules pas, c'est la possibilité de s'exprimer. Avec votre corps, avec votre... Et donc finalement, quand tu as de l'humour, tu as une capacité d'autodérision, forcément, de décaler les choses.
Je vais revenir quand même à ces visages. Ouais. On parlait tout à l'heure de squelettes, de fin de vie, etc., etc. Est-ce que ces visages sont des vanités? Oui, toujours Shakespeare forcément, et encore une fois, alors c'est même pas la question de Shakespeare, être ou ne pas être, c'est justement être, il n'y a pas le choix. Donc ne pas être, ça va venir assez vite. Mais la seule responsabilité, c'est d'être en vie, et la vie est belle quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, parce que encore une fois, ton corps de toute façon te trahit tous les matins. Tu n'as pas envie d'y aller, mais tu te lèves. Si tu étais honnête, tu butes. Enfin, ou alors ne dis pas. Ne dis pas que tu as une vie insupportable, puisque tu la supportes depuis 40 ans. Tu vois, donc moi, par exemple, quand j'étais très tôt, j'ai compris des choses. On me disait, mais si tu n'as pas de diplôme, tu seras dans la rue. Mais je me disais, mais les mecs, ça fait 25 ans qu'on voit le même mec. Alors il a les cheveux un peu plus longs depuis 25 ans, on sent qu'il prend plus cher que d'autres. Mais il est là. On ne meurt pas d'être dans la rue. Enfin, moi, je ne croyais pas à cette histoire. Bien sûr, je suis un peu cynique. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, le pauvre exemple, pour me faire peur de ce clochard, je me disais, mais quand même, il peut faire ce qu'il veut, et demain, il sera encore là, sans métier, sans manger, sans rien. Le mec, c'est un super-héros, il sera encore là demain. Puis un jour, tu ne le vois plus, tu te dis, ah, finalement, il n'est pas il est mort assez jeune. Mais j'avais du mal à croire à ce qu'on veut bien nous faire croire tout le temps, et je me disais, il y a plus de lecture, d'où le titre Prisme. Vous pouvez voir ce que vous voulez, mais il y a d'autres. Est-ce que c'est le mec noir en vert là, qui vient attacher celui qui a presque l'impression d'être ligoté? Mais moi je suis comme ça, je suis un homme assez libre, même je pense très très libre, et je suis quand même souvent comme ça dans l'atelier. Mais si j'avais les mains ligotées, finalement je serais exactement, j'aurais la même posture. Donc finalement on s'invente des liens qui sont souvent invisibles, il n'y a pas besoin d'être attaché pour l'être. Tu as effleuré le sujet tout à l'heure, il y a aussi oui, beaucoup de sexualité quand même dans toutes tes œuvres. Et dans la figure même du sexe, ou dans les positions, dans la suggestion, dans... Alors, ouais, ben moins dans cette série-là, justement, parce que je crois que... Oui, mais parce que regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure, regarde la branche là, qui part, c'est exactement la même que celle-ci. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on ne parle pas de sexualité, que ce soit un tabou parfait, du coup on voit un peu dans nos sociétés où ça nous mène, d'avoir mis des burkas sur les filles et de mettre des fameux géants de 800 mètres sur chaque tour que tu peux construire, c'est très freudien, mais ça explique tout. Et moi, tant que les arbres poussent vers le ciel, je ne veux pas qu'on me fasse croire que ça n'existe pas, cette vitalité et cette pulsion de vie. Si les arbres poussaient comme ça, je peindrais d'autres tableaux. Mais moi, je ne peins que ce que je vois dans la nature. Et au printemps, si les gens ont envie de sortir, là, quand on change d'heure, en novembre, on a tous envie de se foutre dans une grotte comme un autre, c'est de se dire, je vais regarder Netflix jusqu'en février. Donc ça, c'est de la sexualité. La sexualité de mes personnages n'a rien à voir avec autre chose que l'élan vital qui fait qu'au printemps, tu as envie de te lever comme les arbres. Mais tu vas vers le ciel, et encore une fois, c'est de la religion. Hein. La sexualité, c'est juste le lien entre le terrestre et le céleste. C'est-à-dire comment tu fais la magie, c'est ça, la religion, c'est ça, et le fait qu'on soit tous là, il y a peut-être lui dans un chou, mais le reste, on sait qu'il n'est pas né dans un chou. Donc, non, moi je suis, encore une fois, je ne revois que ce qu'il y a dans... C'est que les lois de la nature dans ma peinture. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein, il faut que quand vous vous levez le matin, la curiosité qui vous fait vous lever, c'est une érection sur vos deux jambes. Il faut bien, encore une fois, avoir des symboles très très simples. Ma peinture est très simple. Hein. Si je fais quand j'ai fait le chemin de croix avec le Jésus lié au tombeau, je l'ai fait de manière horizontale. Et si j'avais fait Lionel Messi, en un tableau de Lionel Messi, j'aurais envie de le faire vertical parce qu'il va courir pour marquer un but. Mais ouais, horizontal, symbole de la mort, et les grandes tours de Dubaï. Tu peux mettre n'importe quel voile sur tes bonnes femmes, on voit très bien que tu n'es pas au clair avec ça. Mais encore une fois, c'est juste de la lecture hyper simple. Et comme on a tout écrit avec Nietzsche, avec Freud, machin, et que les gens sont encore à se demander ce qui se passe, ben moi je répète, mais si on n'enfonce pas les choses à coups de marteau, les gens n'entendent pas. Donc, je pense qu'à un moment donné, cette peinture est adoucie parce que maintenant les gens me regardent. Ils savent que François Pinault aime ma peinture et que du coup, à un moment donné dans ta vie, quand tu vois les gens malheureux, quand tu vois les gens que t'aimes qui sont pas libres, tu te dis mais putain Géry, t'as les mêmes bras que moi, les mêmes jambes, t'as juste
Tu as juste à me croire, ça vaut le coup. Regarde les arbres, ils y arrivent. Il n'y a pas de lumière là, mais tu vas là, tu te déroules, mais tu ne vas pas rester là s'il y a un mur. Donc la nature est beaucoup plus fine. Toi, tu fais partie de la nature, pourquoi tu t'entêtes? Et bien finalement, je sais, j'ai perdu mon fil, mais je pense que oui, j'ai eu besoin de dire aux gens à un moment donné, arrêtez de vous croire pas libre, de vous croire pas heureux, de vous croire pas... ouais, ça c'est pas possible. Alors sur un autre, on va changer un petit peu de sujet. Si, j'allais dire. Ah, J'allais dire pourquoi ça s'est adouci. C'est qu'à un moment donné, maintenant qu'on m'écoute, je peux dire les mêmes choses, c'est-à-dire cette sorte de défibrillateur là, moins fortement. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné dans mes propos et dans ce que je voulais dire, j'ai dû faire des tableaux qui étaient un peu plus brutaux, on va dire, pour qu'on puisse m'entendre. C'est-à-dire que j'ai dû taper du poing sur la table, comme un peu dans le film Festen, tu te rappelles de ce film où là, d'un seul coup, on t'écoute. Mais une fois que les gens t'écoutent, tu peux parler tout doucement, les gens t'écoutent. Et bien maintenant, j'ai l'impression que ça, la reconnaissance m'a permis, et le chemin de croix m'a permis ça aussi. Si on va changer de sujet, on est dans une mode de peinture figurative. Il y a longtemps que tu es figuratif. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de cette tendance aujourd'hui, qui était encore vraie à Paris il n'y a pas longtemps, où c'est vraiment la peinture figurative qui est extrêmement regardée? Ouais, alors par exemple, je vois pas du tout alors ça c'est une déformation professionnelle du métier, mais je vois pas la figuration ou l'abstraction comme deux choses, parce que finalement... Il y a beaucoup de pans abstraits dans... Oui, mais alors là, pour le coup, entre les nymphéas de Monet et son visage, c'est un peu, du coup, le même bordel, dans le sens où, si ça fonctionne, encore une fois, moi je barbouille, j'efface, il y a des fois 50, 500, 1000 visages. Quand je peins, en fait, j'ai un chiffon souvent dans les mains, donc j'efface, je fais des expressions, puis le moindre trait change, et tu peux faire un visage toutes les 15 secondes, à peu près. Donc si je vais à l'atelier à 9h le matin jusqu'à 19h et que je fais... Ça fait du monde. Mais ça fait des fois 3000 têtes, et il n'y en a aucune auquel je crois. Et si à un moment donné je me dis, tiens, celle-là, je ne sais pas d'où elle vient, mais j'y crois, et ben ça fonctionne. Mais il faut que moi, ça marche pour moi. C'est pour ça que je suis assez hermétique aux critiques. Enfin, c'est pas hermétique, c'est que j'adore les critiques, je ne suis pas susceptible du tout. Mais parce qu'il n'y a aucune personne qui m'a jamais dit la moindre insulte aussi heurtante que moi, ce que je peux vous dire à moi-même. C'est-à-dire que je vois bien, moi, quand c'est... Par exemple, le tableau qui était en bas que François Pinault a acheté en esquif, là, il y a 3 mois, il était dans mon tableau, j'étais le seul spectateur, et je suis rentré dans le truc, et je me suis dit, bah, ouais, celui-là, quand même, il n'est pas nul, ou alors c'est moi qui suis con, et ça me fait toujours rire, les gens qui n'ont pas conscience, qui sont débiles, et je me dis, bah, je dois être le même, moi. Les gens qui pensent qu'ils chantent juste, mais qui chantent, c'est une catastrophe. Je me dis, mais il n'y a que lui qui ne voit pas, ou... Mais qui n'entend pas. Mais je me dis, c'est quand même dingue ça. Et moi, je me dis, bah, sans doute, t'es pareil, quoi. C'est nul à chier, puis tu te rends pas compte. Et des fois, je me dis, mais non, quand même, c'est pas mal, il y a un truc dans ce tableau. Et moi, je me dis, je suis pas non plus fou, j'aime Brassens. Je pense que Jean-Sébastien Bach, c'est mieux que Garou en musique, mais peut-être pas. Mais moi, c'est mon goût. Et je me dis que je me trompe peut-être. Mozart est meilleur que mon piano. J'essaye d'être objectif. Et je me dis, mais ça, quand même, Brassens, c'est quand même mieux écrit qu'Hélène Ségara quand il écrit ses textes. Mais je suis con, on est d'accord? Et les gens disent, bah non, mais tu prends des extrêmes. Mais non, bah l'autre était de la musique aussi. Moi, si je faisais la musique d'Hélène Ségara, j'aurais pas envie de la faire par respect pour vous. Enfin, c'est toujours... Non, mais je vous dis, non, mais quand même, si mon propos est là, je veux que ça puisse vous évoquer des choses pour vous, quoi. Moi, j'ai pas fait de musique parce que je vois bien que quand je joue du piano, de la guitare, des fois, je me dis, tiens, ouais, c'est pas mal, mais non, mais c'est ridicule, enfin, c'est pas Radiohead, donc tu tiens. Et pourquoi en peinture? C'est parce qu'en fait, je suis pas Picasso, je suis pas Caravage non plus. Donc pourquoi je fais de la peinture? Mais parce que comme j'étais bercé par mes enfants, que j'ai pas eu parce qu'ils sont là, mais autour de moi, mais dans les musées, à voir des tableaux et des tableaux et des tableaux, je voyais bien que Caravage ou Ingres était un peu meilleur que l'Autruche à côté. Que quand tu voyais Myriam Kahn, c'était la même chose que dans des grands champs. Enfin, je suis pas méchant avec les grands champs, chacun fait ce qu'il veut, j'adore Garou, il fait ce qu'il veut, mais d'ailleurs pour Quasimodo, il était parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, objectivement, je suis obligé, moi, dans l'atelier, de me mettre des règles un peu dures, parce que sinon je vais vous vendre de la soupe et je vais y croire. Donc moi, je suis obligé de me dire, mais quand même,
J'avais discuté avec Pierre Hermé un jour, je lui disais, bah voilà, il y a des tas de gens qui sont peintres mais qui ne sont pas des artistes, et lui, c'en est un alors qu'il fait des gâteaux. Donc, ça n'a rien à voir. Et bien, pour revenir à ta question, parce que, encore une fois, je progresse, mais avec les années, je progresse, parce que je vais partir 1000 ans sur Pierre Hermé. Donc là, je reviens. La question, c'était figuratif ou abstrait. Encore une fois, regarde Monet, les nymphéas, c'est très figuratif, et Opalka, c'est très figuratif. Opalka, il parle de la mort, du temps qui passe, c'est exactement le même thème que ma peinture. C'est exactement pareil, on fait la même peinture. Sauf qu'Opalka, et tu vois très bien qu'en fonction de la clarté du tableau, tu peux évoquer l'endroit de ta vie, c'est exactement nos cheveux qui grisonnent. Donc on se dit, lui, on voit à peu près, lui là-bas, ils sont plus jeunes. Mais c'est Opalka, on ne parle que de ça, de notre calvitie naissante, de tout ça. Exactement. Et donc Opalka, il n'y a rien de plus figuratif, alors que la soupe qu'on vous sert dans 99% des galeries et du temps, ça sert à rien. Alors bien sûr que je suis dur, mais encore une fois, je peux parler de manière très très douce de n'importe quel connard qui fait de la peinture de merde, parce que il n'a pas la même histoire que moi, il n'a pas fait les choses, et on comprendrait pourquoi, et je vous dirai à la fin, c'est un génie. Mais et, encore une fois, on parlait du piège tout à l'heure, si on vous dit, mais est-ce que c'est bien qu'une femme tue son mari? Elle est normalement condamnée, elle peut être condamnée à perpétuité, tout le monde se dit, bon, elle va sans doute être condamnée. Elle parle 10 minutes, elle se dit, j'ai été battue pendant 25 ans, il a failli tuer mes filles, et au moment où il va tuer la plus jeune, ben je prends l'arme et je le retourne contre lui. Elle passe de la connasse condamnée à mort à un symbole de courage et de dignité. Donc, encore une fois, abstenez-vous de tomber dans les pièges du premier degré, de croire que ça c'est de l'abstrait, de figuration. Essayez de croire à la magie, c'est-à-dire dans les choses qui sont vraiment magiques. Ce qui vous procure un waouh, tu vois un coucher de soleil, ou tu vois regarder les tableaux de Myriam Kahn l'autre fois, qui est quand même une artiste qui a une figuration assez frontale. C'est d'une poésie, ceux qui sont chez la collection Pinot, là, tu l'as vu la série là. Les couleurs en fait rendent, je sais que tu es des amateurs de Myriam, quand la magie est plus forte que le sujet, là on touche du doigt ce qu'on doit faire en art, il n'y a rien d'autre. Quand vous vivez nos vies pathétiques, ridicules, de condamnés à mort, là, quand d'un seul coup vous vibrez, vous êtes amoureux et tout va bien, ça c'est de la magie. Mais il n'y a rien d'autre à faire que ça, pour vivre, pour peindre, pour faire des gâteaux, c'est la même chose. Donc maintenant que vous avez compris comment je parle, je disais ça un jour à quelqu'un, je lui disais, mais c'est exactement pareil, vous donnez n'importe quel kilo de farine, des œufs et du lait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont faire des crêpes de rêve et d'autres qui vont les rater, alors que c'est la même chose, la même... Et bien je disais, la peinture c'est comme les crêpes, et lui il avait sorti son article en mettant à Saint-Giquel, la peinture c'est comme les crêpes, il avait réduit tout ce que je viens de vous dire à ça. Ben, je me suis dit, fantastique, le génie le mec. Bah ouais, mais bon, encore une fois, lui il doit préférer Garou à la bac, peu importe. Mais c'est pareil, les variations Goldberg, j'adore. Peut-être qu'il aime les crêpes aussi. Encore une fois, pour pousser l'objectivité, quand je suis tout seul chez moi, j'en viens en personne, je raconte pas de conneries, j'écoute Glenn Gould que j'adore. J'écoute les variations Goldberg que j'adore. Mais Glenn Gould, il l'a joué plusieurs fois, et plusieurs fois sans être enregistré. Mais entre l'enregistrement des années 50 et celui de 81, objectivement, celle de 81 est bien meilleure, pour plein de raisons. Alors, on pourrait parler 3 heures aussi de la musique et tout ça, mais pour plein de raisons, parce que quand on connaît Bach et son rapport à Dieu et à tout ça, tu peux pas la jouer rapidement. Il faut que tu aies le temps de la réflexion. Donc forcément, quand il a compris ça après 30 ans, il joue à la perfection en 81 en se disant, ben voilà, il faut qu'il soit voûté sur ça. Ah, pour le coup, c'est presque Garou dans Calvino. Glenn Gould et Garou, sur ce plan-là, c'est les mêmes. Donc, on peut toujours faire des... Autre chose sur un plan technique, il y a un truc qui m'a toujours frappé, et je ne suis pas le seul à être frappé. On est quand même sur toile, avec de la peinture, et c'est très aquarellé. Il y a quand même toujours cet aspect de transparence, de légèreté de la matière, de rapidité, peut-être non d'ailleurs, mais de l'exécution. Celle de l'aquarelle, ça va très vite. Pourquoi ce choix de cette technique? Alors, je ne sais pas si on choisit les choses, parce que quand j'essaie de changer ou d'empâter les choses, c'est trop lourd, et je pense que justement, pour toutes ces raisons d'équilibre, on voit beaucoup de personnages en équilibre, souvent sur une sorte en errance, mais c'est aussi une question d'équilibre. Quand on parlait des questions qui vous poussent à faire les choses et qui fait qu'on résiste et qu'on survit, c'est toujours une question d'équilibre. J'ai pas envie de dire aux gens, arrêtez de prendre le métro et aller juste à l'océan toute leur vie, c'est chiant aussi. Mais par contre, essayez de doser un peu. Et ben, je pense que les sujets que j'aborde sont assez
pas du sujet grave, mais c'est du sujet, oui, grave quand on gâche l'existence, c'est grave de gâcher alors que vous n'avez pas de raison de le faire. Donc c'est des sujets importants qui sont pour moi pas légers, et il faut que ça soit équilibré par une matière assez légère. Il n'y a pas besoin de mettre des empattements pour. Oui, puis de se déguiser en... Tu vois, moi je ne me dis jamais que je suis un artiste parce que je fais juste de la peinture et je suis juste un peintre. Et je suis... C'est pas ça qui compte, c'est... ouais, soit c'est magique et que ça fonctionne et que les gens le croient, soit ça fonctionne pas et ça sert à rien, donc tu n'es pas magique tout le temps. Mais par contre, la légèreté, je pense... Alors déjà, cette coulure, ça fait vraiment c'est vraiment l'allégorie du temps qui passe pour moi. Je parle beaucoup du temps et du coup de l'histoire aussi de la peinture. Donc c'est à la fois léger et transparence. Tu parlais de couche et de transparence, c'est parce que je pense qu'il n'y a rien à cacher. Donc il faut que ça soit léger. Si tu peins des nus très épais, ben, c'est quand même que tu n'es pas au clair avec le sujet. L'aquarelle, ouais, je vis quand même à côté de l'océan, donc je pense que ça, inconsciemment, j'ai besoin de cette légèreté-là. Mais par contre, oui, l'exécution rapide, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a souvent de l'histoire et le tableau parfois né avec beaucoup de temps et de repentir et de réflexion. Mais les coulures sont importantes parce que c'est vraiment... Mes personnages sont assez contourés et finalement n'ont pas beaucoup de... Ils ont pas de costume. Mais la seule chose qui leur donne leur costume est finalement C'est le trait. le trait, mais aussi ce qui coule à travers. C'est en fait toutes les traces. Les cicatrices, les cheveux blancs, les cauchemars, et ce qui ont fait que vous êtes celui-là aujourd'hui, c'est vraiment toutes ces traces. Parce qu'en fait, ils naissent vraiment comme ça, d'où viennent ces personnages. Techniquement, ils viennent de ratés, ils viennent d'erreurs, et ils viennent en fait de choses qui fait qu'à un moment donné, lui, il a dû être rouge, je l'ai effacé parce que ça n'arrive pas, mais souvent les têtes sont plus chargées parce que cette main-là, elle est venue d'un seul coup, par exemple. Celle-ci, un peu moins. Mais la tête, elle est venue bien après, parce qu'on peut le voir, ça, dans les tableaux, qu'il y a des choses qui sont venues, qui ont été magiques d'un coup. Sans doute parce que j'y ai pas réfléchi, justement. Et dès que la pensée arrive, ben, elle nous fait passer par des détours qui sont des fois trop lourds. Pour s'alléger, il faut un peu laisser passer le truc. Mais le temps qui passe, la peinture qui coule à travers les veines, l'histoire de l'art qui coule et qui reste, qui charge un peu l'atelier. Il y a beaucoup de monde à l'atelier parce qu'il y a finalement tous les autres peintres. Moi, je travaille en silence, il n'y a pas de bruit. Des fois, le battement de mon cœur me dérange déjà. Je me dis, mais c'est quoi un mec qui passe avec une voiture et il met ses basses à fond, ça fait boum 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 là. Je me dis, ah non, c'était moi qui écoute. Les oiseaux, maintenant, j'entends que ça, mais des fois, léger, là, On bruit. Ah là là, les coucous là, le truc. C'est la fin du fait froid. Ouais, Le billet. exactement. Les oiseaux font trop de bruit. Non mais c'est ça, j'ai le luxe d'être en silence, mais du coup on entend tout. Et la palette. Alors Là, la palette tout à l'heure de l'océan, etc. Bon, il y a des tableaux et dans l'exposition, ça se voit, surtout là-bas. Mais ici, elle est quand même beaucoup dans des tonalités bleues et ouvertes. Et ça, c'est quand même, si par un phénomène de mémoire, on devait définir ta palette, elle est plutôt dans les bleus et les verts que dans d'autres couleurs, même si effectivement il y a des... pourquoi? Alors c'est toujours pareil, il y a plusieurs pistes de lecture. J'aime bien qu'on puisse avoir 1000 pistes de lecture. Alors j'ai compris assez tôt, pas assez tard aussi, d'où elle venait, parce que quand j'avais fait depuis 2006 les premiers avec l'allégorie du peintre au travail, après quand j'ai fait un truc beaucoup plus psychanalytique comme des dessins d'enfants dans les années 2012-2013, puis après j'ai changé, en fait j'ai fait des styles très différents, mais la palette est restée. Et je pense là pour le coup que dans ma jeunesse, c'était les années 80, et tout ce qui était de l'ordre de la publicité, de toutes ces choses qui impactent l'image, les magazines de skate, de surf et de tout ce qui était lié à la pop culture de l'époque, sur les vinyles et tout ça, la musique, c'était beaucoup ces couleurs-là. Je m'en suis rendu compte après, mais il y avait beaucoup dans l'iconographie des premiers dessins animés japonais, le côté aussi très manga des années 80. Il y avait beaucoup de ces palettes, des aplats en rose, les premières affiches, le Benetton et toutes ces choses-là. Moi j'avais quand même 10 ans en 84. Et donc au moment où tu commences à être touché par les images, c'est que des choses en plastique, des choses colorées et de ce genre de trucs. L'iconographie des skateboards, du surf, de toutes ces choses californiennes, des Beach Boys, des choses que ce soit très rock'n'roll ou très... Il y a beaucoup de ces couleurs. Et après, quand tu parlais du bleu,
Ben parce que je pense que j'avais pas beaucoup de... J'aimais bien Bernard Buffet, petit, mais ce trait noir, ce côté très squelettique du trait noir, j'avais envie d'avoir un truc plus léger, encore une fois. Je pensais que la vie puisse être plus... On pouvait avoir des sujets profonds sans être obligé de mettre du noir, sans être obligé de se mettre dans des costumes. Il n'y a pas besoin de se déguiser en pâtissier pour faire des bons gâteaux. Et donc il y avait un côté... j'avais pas envie... J'adorais Sioran, mais j'aurais pu écrire les aphorismes de Sioran en rose fluo pour essayer de contrer le truc. Si tu les graves en noir, là, c'est trop, ça sert à rien. Donc c'était plus un peu pour contrer le sujet. Pouvoir parler de choses belles, mais que tu puisses mettre ça dans une chambre d'enfant, parce que ça va avec les draps de la petite. J'aime bien ça. Les couleurs, oui, les sujets, je ne sais pas. Elle libérait exactement ce qu'il faut. Si, encore une fois, c'est toujours pareil. Et moi, je peux peindre ça et avoir une petite fille de 4 ans sur mes genoux et va jamais rien sentir de problématique. Et il y en a d'autres, tu te dis, le fait de peindre, c'est toujours pareil. Je ne suis pas la même terme, mais finalement. Il n'y a pas de peinture, enfin ma connaissance. Ouais, exactement. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours attention avec les certitudes, attention avec lui il est génial, lui il est là, les machins. Et je me dis non, mais je peux tout te détourner dans l'autre sens, moi, mais abstiens-toi de croire un truc parce que le contraire peut être bien juste. Ne juge pas trop vite parce que... Et c'est pour ça que dans ma peinture, on est un peu déstabilisé par le sens derrière ou la compréhension. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? Mais quelque chose qui est trop noir, si tu vas te planter, ben, c'est exactement, encore une fois, Soulage. Donc quand tu parlais de figuration, abstraction, Soulage parlait exactement de la même chose. De voir le blanc par le noir et Opalka dit la même chose que moi. Alors que tous les clampins qui font de la figuration, je me dis, mais ça, je veux bien, moi je les regarde avec la même objectivité, je laisse, je juge pas. Et quand le lendemain j'ai tout oublié, je me dis, putain, mais j'ai pas oublié Opalka, j'ai pas oublié Caravage, j'ai pas oublié Bacon, j'ai pas oublié Bach, j'ai pas oublié... Ah, j'ai pas oublié Garou non plus. Ben, tu vois. Non, mais c'est, encore une fois, c'est le temps. C'est pour ça que je suis un homme tranquille. Hein. On peut ne pas comprendre ma peinture maintenant, c'est pas grave, j'ai tout mon temps maintenant. Mais par contre, vous pouvez creuser, le jour où vous aurez les outils, vous tomberez que sur des choses inattaquables. Parce que je sais où sont mes... J'ai passé ma vie, je sortais jamais, j'ai jamais bu une goutte d'alcool, je lisais Sioran, Schopenhauer, Nietzsche, j'écoutais Bach, j'essayais de comprendre. Et tout m'a amené à écouter plutôt Brassens que d'autres. J'ai pas perdu une seconde avec des choses qui m'ont entaché ou fait faire des mauvais choix pour ma liberté, pour mes désirs. J'ai du coup rencontré des gens plutôt cool. En étant ouvert et en étant libre et en étant heureux avec moi, ben je souriais bêtement et je rencontrais des gens qui souriaient bêtement, donc plus légers aussi, donc souvent plus tranquilles aussi, avec leurs questions. Et donc en fait, c'est comme le cercle c'est un cercle vertueux que j'ai mis en place. Et comme j'ai vu qu'avec mes exigences, je retombais toujours sur des gens qui restaient là avec le temps, bah ouais, Gauguin, il vendait rien de son vivant, mais maintenant on comprend bien qu'il n'était pas si naze comme ça. Mais maintenant on se dit, bah ouais, et puis d'autres qu'on a perdu de vue un peu, et qui nous manquent pas du tout d'ailleurs. Puisque tu parles de vente, et ça va être la dernière question quand même, hein, je pense, surtout que vous en avez peut-être aussi. Et puis, j'ai l'impression d'avoir rien dit, hein, on pourrait parler bilan, mais c'est sûr. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'a changé plutôt le fait, donc, qui est maintenant très, très public, d'être rentré dans la collection, d'être rentré dans le champ de vision, dans les goûts, de François Pinault? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Oui, j'ai le temps, j'aime que les gens prennent mais je l'avais déjà temps, ça. regarder la peinture, etc. Je l'avais déjà parce que de l'âge de 10, je dessinais beaucoup, à 20 ans je commençais à peindre, et finalement Pinault, je le rencontre que quand j'ai 40 ans, tu vois, et en fait, j'étais pas pressé. Je savais que tant que je ferais de la merde, il ne regarderait pas mes tableaux, et que le jour où je me dirais ça c'est pas mal, il les verrait. Donc je me disais, de toute façon, c'est pas les autres le problème. Si tout le monde dit que c'est nul, c'est que c'est nul, c'est toi le problème. Donc moi, encore une fois, je me juge comme vous me jugez. Si c'est pas si nul ce qui est derrière, mais ouais, je suis d'accord avec vous, c'est pas si nul. Et pourtant, j'en ai fait des merdes, j'en fais que tous les jours. Et quand je me dis, tiens, là, aujourd'hui, c'est moins mal ça.
j'ai un immense respect pour tous les gens à qui je vais le montrer. Et si moi je me dis, mais ouais, c'est pas si nul. Et pourtant, je me trompe peut-être, hein. Je suis peut-être le seul connard qui passe à travers. Mais j'aurais aimé par contre des bons. Mais peut-être que sur moi je me trompe. On verra. Mais si Pinault vient me voir et me dit, c'est pas si nul, Ça conforte. Exactement, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est qu'un jour je me dis, ah ben finalement, quand je me suis dit ça, c'est pas si naze, est-ce que lui, encore une fois, il y a des jours où j'ai confiance en moi, où je me dis, c'est sûr, c'est pas si nul, et tous les autres jours à l'atelier où tu te reconfrontes à tes doutes, je me dis, peut-être que Pinault, il a fait une seule erreur, c'est moi. Et là, tu redoutes et tu te dis, mais pff. Et en même temps, quand je le vois et on se parle de temps en temps, je vais manger chez le quoi, je sais bien qu'il n'invite pas tout le monde et qu'il n'a pas de plaisir à se marrer avec les gens. Et comme il sait très bien que moi, je sais qu'entre lui et moi, c'est moi le plus riche parce que j'ai beaucoup plus de temps que lui à lire et que ça n'a pas pris et que tous ces milliards, je préfère ma vie à moi et ma richesse du temps. Il sait très bien que je gagne tout le temps. Donc, comme il aime les artistes pour cette raison, c'est qu'on est plus libre, plus riche, plus tout. Et lui, tout son argent, c'est que son argent. Donc bien sûr que je suis imbattable là-dessus. Donc sur le plan humain, je suis conscient que j'ai de la chance d'être mon pote et d'avoir finalement passé beaucoup de temps jusqu'à présent avec moi. Les gros doutes par contre, c'est que ma peinture soit aussi cool que moi, avec moi. C'est pour ça que l'homme, ça va à peu près. Le peintre, je sais toujours pas. Donc les doutes, encore une fois, le mec est sympa, ces tableaux, je ne peux pas vous dire. J'ai l'impression que c'est pas si naze, mais le mec est cool. Le mec est sympa, ça c'est sûr. Avez-vous? Mais alors oui, pour Pinault, Oui. quand il voit ça, et finalement je vois que je suis reconnu dans ses yeux comme étant quelque chose qui est dans mes batailles, parce que tous ceux que j'évoque, Caravage, Victor Hugo, Baudelaire et tout ça, ils parlent, on aurait pu parler que de Baudelaire, hein, parce que c'est vraiment, mon beau miroir, c'est vraiment, on pense à un miroir, mais il y a le mot beau vraiment qui vient de l'étrangeté de Baudelaire et tout ça. On pourrait parler des heures de chaque truc. Moi je sais que je fais une œuvre qui parle de la mort, de la vie, de ce qu'il ne faut pas louper dans le temps qui reste à vivre, tous ces thèmes que Pinault aime, et qui sont chez Cindy Sherman et chez d'autres, c'était assez cohérent dans le fond. Et comme ma peinture, et c'est vraiment ce qu'on évoquait tout à l'heure, parle beaucoup de philosophie, de psychanalyse, de littérature, et aussi de peinture et d'histoire, et finalement est très existentialiste et qu'elle a un vrai fond, ça va avec les œuvres que Pinault aime, parce que quand on aura oublié tous les autres, si moi on s'en souvient parce que ça nous a donné un peu un goût de printemps, ça me suffira, moi. Qu'on se dise, mais ouais, c'est vrai que je suis con, je ne vais pas attendre de crever pour me dire que c'était pas si mal. Quel beau mot de la fin. C'est pas si mal. J'ai répété plusieurs fois, ça, c'est pas si mal. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ah. Petite. En fait, par expérience, c'est une peinture qui mérite d'être apprivoisée. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, vous en parliez tout à l'heure, elle vous tient un peu à distance quand même. Parce qu'il y a des regards, il y a des masques, il y a le corps qui est quelque part évanescent, un peu. C'est vrai que ça tient la personne qui regarde un peu à l'écart, comme ça. C'est presque comme si on venait déranger presque à un moment donné le sujet. Et puis, comme je viens assez souvent ici, en fait, on se laisse apprivoiser, oui, par cette peinture, par la couleur, par des choses qui au départ pouvaient être un peu presque inquiétantes, qui finalement le sont moins en réalité. Exactement. Mais vous répondez à ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure avec Caravage, avec Baudelaire, qui a quand même été condamné pour des poèmes, avec Francis Bacon. Toute ma jeunesse, j'ai entendu des gens qui disaient mais il peint que des carcasses de viande, il est dérangé, il est fou ce PD. Voilà ce qu'on entendait de Bacon dans les années 80-90. Aujourd'hui, bien sûr, on se dit ah ouais, il n'était pas si mal. Mais encore une fois, ils mettent à distance, c'est pas leur volonté, il n'a rien voulu mettre à distance, encore que lui c'était assez complexe son rapport à lui, son histoire Et au corps. et à son père et tout ça. Mais c'est un autre sujet, mais être à distance, c'est pas du tout mon
j'ai pas l'impression de vous mettre à distance, de vous insulter ou de ne pas vous c'est pas trouver ça, ce que je veux c'est- dire. Mais non, mais j'ai la même. C'est, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même attitude dans mon acte de peindre, j'ai la même attitude. Je veux pas vous heurter ou rien. Mais par contre, je sais par expérience humaine que quand les gens, tous mes amis, toutes mes copines, tous les machins qui ont des problèmes dans leur vie, d'accidents, de rupture, de machin, les premières personnes qu'elle avait, c'est toujours moi, hein, ce fameux fou qui met à distance tout le monde, parce qu'elles savent qu'encore une fois, on va parler de choses logiques, de choses lucides, de choses. Donc bien sûr que ça met à distance, t'as pas envie d'entendre ça. T'as pas envie, le jour où tu te fais larguer, de te dire, ben, t'es enfin libre, tu vas pouvoir faire d'autres trucs. T'as pas envie d'entendre ça. Alors je leur dis pas le premier jour, mais ça vient très vite quand même. Il faut savoir que tous les accidents sont des chances. La preuve, c'est ma peinture. Il n'y a aucun tableau qui soit pas un accident. Celui-là, en fait, j'avais le tableau fait depuis l'été dernier et il n'avait pas de visage. Et un visage très classique, ça n'allait pas. Un visage très complexe, ça n'allait pas. Et quand j'ai fait les yeux ici, je me suis dit c'est naze. Et quand j'ai fait les barbouillis sur les pommettes et que j'ai fait des yeux dans les pommettes, je me suis dit ah mais ça c'est complètement con mais c'est super. Parce que j'y avais pas pensé. Et tant que j'y réfléchis, tant que j'y pense, ben, je suis. c'est vrai que les personnages sont souvent masqués. Ouais, alors ça c'est Un encore côté une un fois. peu italien. Et puis il y a le côté James Ensor du clown et de l'humour un peu belge là, de cette mise à distance et de ces vanités là. Parce qu'il y a aussi beaucoup de visages qui sont presque des crânes et qui fait qu'on va y arriver bien assez vite. Mais encore une fois, la mort vous concernera qu'une journée. Tous les autres jours, c'est de la vie. Donc c'est complètement con de passer tous les autres à penser qu'à celui-là, là. À la seconde là qui va faire que ça bascule. Ouais, un jour on va mourir, mais tous les autres on va vivre. Donc il faut être con de prendre à chaque fois l'exemple qui est insignifiant dans tout le reste. Parce que vous êtes jeune. J'avais le même discours à 10 ans. À 10 ans, j'avais le même discours. Le temps passant, Mais ça va encore on plus le vite. perçoit différemment. Ça va encore plus vite. Et encore une fois, le temps, c'est ce que je disais, mais je vous en veux pas peur parce que tout ce que je dis en vieillissant, on sera encore plus d'accord. Donc, mais j'étais petit et j'avais le même truc en tête. Je me disais, non, mais on va pas s'embêter. Moi, j'en ai jamais, par exemple, ils avaient tous des scolioses. J'étais à l'époque des années 80 avec tous les sacs, les machins. Moi, je me suis dit, non, mais moi, je vais être un surfeur quand je serai vieux, je veux pas avoir un dos pété. Mon sac d'école, je l'ai laissé à l'école. Pour des raisons de santé publique. La même qui vous a fait vous confiner il y a 3 ans. Moi, j'ai pris ma santé publique avant le corps. Je me suis dit, je ne vais pas me faire une scoliose. Donc, mon sac restait à l'école. Et je rentrais chez moi, je me disais, mais chez moi, j'ai d'autres choses à apprendre. J'ai mes livres, j'ai mes trucs. Donc, j'étais pas très scolaire, mais j'ai jamais posé aucun problème aux profs. Je les ai marrés. Je leur disais, tu vois, mais vous êtes sûr que vous aimez ce métier-là? Vous portez des cons comme nous qui s'en foutent. Je les faisais rire. Mais je trouvais, avant la reconnaissance de Pinot, j'avais la reconnaissance de tous les gens avec leur sourire et leurs éclats de rire. J'avais cette capacité à les faire marrer dans les moments les plus difficiles de leur vie. Et donc, ouais, ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui pleurent et 2 minutes après, je fais rire. Mais ça, je me dis, ça fait partie de mon travail. Je pense que c'est très lié à ma peinture. Il y a un lien très proche entre les personnages. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous avez la même satisfaction de l'acte de peindre, quand vous peignez par exemple un tableau comme ça, ou quand vous peignez dans le cadre d'une commande comme le chemin de croix? Alors ça c'est une bonne question parce que le chemin de croix c'était complexe. J'ai pas vraiment de plaisir à peindre, c'est pas masochiste parce que Ou alors le résultat. Alors ce qui est sûr c'est que je crois que ce qui me fait retourner c'est la croyance que je vais faire un bon tableau. De dire bon là c'est passé, l'expo est encore là mais des tableaux me paraissent déjà un peu longs dans le passé. Et me dit je vais me mettre, je suis sûr la prochaine fois ça va être pas mal. Tant pis pour cela, c'était pas si mal, mais je crois que ce qui me fait repartir c'est la croyance, alors peut-être utopique, hein, que je vais enfin pondre un truc qui ressemble à ce que je viens de vous dire là. C'est pas un plaisir de peindre, des fois c'est un cauchemar. Enfin c'est un cauchemar. Heureusement que j'oublie, tu sais quand tu peins c'est presque une transe, j'oublie que j'ai froid, j'oublie que j'ai faim, je pars 10 heures debout là sans manger, je me rends pas compte qu'il fait 9 degrés dans l'atelier. Et tu te dis en fait tu oublies un peu le truc, donc heureusement ça, j'oublie ça. Et si à la fin tu te dis non mais ça va finir, je vais quand même finir par trouver, c'est plus une exigence, mais un peu comme un chercheur d'or.
qui est dans la boue tout le temps, c'est pas si agréable, mais tu as cette quête là quand même où tu te dis, mais je vais bien trouver la pépite. Ben, moi j'ai un peu qui est dans un cadre, de commande. Ouais, pour répondre à voilà. Je pense que le chemin de l'étape 3, la station, pardon, et l'autre c'est complètement libre. En fait. Oui, alors la liberté fait que c'est pas libre parce que je suis enfermé en moi, et donc il faut voir ce que je ponds, et je vois, tout ce que je vous dis là c'est bien beau, mais moi je me dis toujours, mais qu'est-ce que ça cache? Tu as parlé 2-3 minutes de l'intrusion de ta mère, mais tu peux creuser plus, machin, tu peux aller plus loin, donc j'essaye toujours de creuser plus, mais on ne sait pas où sont nos barrières, nous, jusqu'où je suis dérangeant, moi. Quand on dit des fois les tableaux sont un peu corrosifs, on n'a pas envie d'y aller, on s'apprivoise. Jusqu'où je me suis apprivoisé, jusqu'où je peux aller creuser pour trouver davantage, ça c'est la question qui me fait aller au tableau. Quand on me fait le chemin de croix comme commande, je l'ai compris après que Pinault n'était pas bête, parce que je crois que ces tableaux... Non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'était pas bête de me demander ça à moi, dans le sens où il se dit mais il faut le bousculer. Parce que en fait, je crois que j'ai compris avec le chemin de croix que même si je peignais pas mes clowns un peu grotesques qu'on voyait dans quelques tableaux que tu avais vus il y a quelques années là, on allait reconnaître mon trait et mon odeur et mon style. Et bien ça, je l'ai compris à travers le chemin de croix. Je me disais, bon, je peins tellement autre chose que personne ne fera le lien, c'est un autre peintre. Et les gens ont tous reconnu d'un coup, en disant, voici, il y a le trait, il y a les couleurs, il y a le... Et je me dis, ah ben ça c'est fou, alors si tu as ton odeur, ça veut dire que tu peux te permettre de faire des choses un peu moins clownesques, avec le masque un peu moins gicélien qu'on a vu de 2017 à 2022 par exemple. Et dans cette série, il y a des choses qui changent déjà. Ben ça c'est le chemin de croix qui a été bénéfique. Par contre c'était un vrai cauchemar à peindre. J'étais à Berlin dans une petite salle, je m'étais mis avec des petits tableaux, et tu as 14 trucs à faire. Donc si tu en fais 12, c'est comme si tu n'avais rien fait, parce qu'il t'en manque 2. Mais c'est hyper long parce que là pour le coup, tu es contraint par l'histoire, par le fait que dans toutes les églises du monde, tu as un chemin de croix, il faut être singulier avec quelque chose qui est... Et en fait, les premiers jours, tu fais du gickel, tu sors de ton atelier, et là, ça faisait... c'est comme si j'avais fait Tintin et Milou sur une croix. Enfin, tu avais l'impression que c'était un style, les Simpsons en chemin de croix. Enfin, je peux le refaire, moi, les Matt, tu vois, les Simpsons, tu fais toutes les stations, mais ça n'avait aucun sens, on ne croyait pas en l'histoire. Et donc, je me suis dit, mais en fait, si François m'a demandé ça, c'est qu'il ne veut pas que je fasse du gickel pour un chemin de croix. Il veut juste que tu dises, je peins des hommes depuis toujours debout, à quatre pattes, qui portent leurs conditions humaines. Si ce n'est pas l'histoire de Jésus, ça, le lien était assez proche. Et j'ai compris ça qu'en faisant ces tableaux, mais qui étaient quand même bien chiants à faire. Il y a des fois, je me disais, non mais en fait, là, encore une fois, j'exagère pas pour essayer de faire comprendre les choses, mais il y a des jours où tu pars à l'atelier, je me disais, mais en fait, un clou là et là, c'est physique, mais c'est beaucoup moins chiant que ce que tu t'infliges de peindre encore après Caravage, l'histoire. Enfin, je dis Caravage parce que ça fait partie des socles. C'est pas que tu te compares toujours, mais si on essaye de faire avancer le propos, je ne vais pas vous dire la Terre est ronde. Là, on n'en est plus là. Là, on sait qu'elle est ronde, un peu aplatie au pôle. Si on est entre physiciens, si on veut faire avancer le truc, il ne s'agit pas de la mettre triangulaire pour faire de l'avant-garde. Elle est ronde, elle est ronde. Il ne faut pas noyer le poisson. Et on a assez de culture aujourd'hui pour se dire, ouais, on en est là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'encore aujourd'hui on en soit dans les... Et moi, ce qui me rend fou, c'est exactement les mêmes choses que vous. On est assez sensible, vous vous intéressez à l'art et tout, mais il y a plein d'autres gens là qui vont regarder la télé, Trump parler de ses hausses de prix, de machin, de trucs. Et en fait, on est à la fois attristé de ça, et en même temps, c'est un cirque qui nous fait rire, mais nos exigences à nous, comment on fait encore des œuvres, comment on écrit encore après Nietzsche, après Victor Hugo, pour que ça change un peu nos vies, nos perceptions. On va pas enfoncer des portes ouvertes, quoi, mais pour en enfoncer, on en a tellement défoncé, on en a tellement ouvert, on en a tellement fermé. Peindre après Picasso, ouais, il a tout ouvert, tout fermé, et quand il meurt, il dit la peinture reste à faire, allez-y les gars. Et quand tu es là, le gars, on fait ce qu'on peut, mais... Et donc quand on se dit, peins Jésus maintenant, oh la vache, depuis 2000 ans, j'ai fait ce que j'ai pu, alors ils ont trouvé ça pas mal, moi j'ai trouvé ça nul, et avec le temps, je me dis c'était pas si mal. Donc c'est un peu ce que j'ai de moi. L'homme n'est pas trop... n'a pas gâché sa vie, j'aime bien. Je peux mourir demain, moi j'aurai une vie parfaite, jusqu'ici. Par contre, on en reparlera quand je serai à ma chimio et que je ressemblerai un peu plus à mes personnages. Mais je me serais tellement marré avant qu'il faudra bien que je paye le truc un jour. Je vais sans doute le payer cher, mais bon, je suis prêt. Mais bon, en tout cas,
l'homme, je suis à peu près tranquille. On va voir après si cette tranquillité peut aller plus loin pour faire des œuvres encore plus. En fait, encore une fois, pour avoir le même discours, mais sans avoir crié aussi fort, sans avoir parlé autant. Peut-être que ça, il y a une problématique à régler. Quand je viendrai, que je dirai, ben, j'ai plus rien à dire, mais regardez les tableaux, peut-être que là, je serai un bon peintre. Peut-être que je suis pas si mal, mais j'ai encore trop à parler pour en être sûr. Mais bon, encore une fois, c'est mignon et pathétique en même temps, mais c'est un bon. Il y a d'autres questions? Eh bien, On les a calmés là. C'est- Mais en tout cas, il y a toujours un côté enthousiaste et vraiment, je ne joue pas un rôle dans ma passion. Moi, ma vie ressemble vraiment à cet homme-là. Et si vous me connaissez plus ou si vous venez à la maison, j'aurai ce même regard, ce même truc. Si on parle d'autre chose, je peux être un peu plus dans l'échange. Si on parle de peinture, je suis quand même pris par un truc où j'ai envie d'y arriver à faire ce truc. Quand on me demande le plus beau tableau de l'histoire, vous vous rappelez de la femme qui avait fait ce Ecce Homo, la restauration ratée du Christ là, en Espagne. Vous n'avez pas vu ça? Il y a quelques années, il y en a qui le connaissent là. Elle a voulu restaurer un Christ, elle l'avait foiré. Bah pour moi, je crois que c'est le plus grand tableau de l'histoire. Je me dis, le jour où tu mets ça à la place de la Joconde, là, il n'y a plus de problème de Trump, de machin, de truc. L'humanité aura été sauvée parce que on se dit, mais elle a profané le truc, elle a fait un truc, c'est merdique, on dirait un bisounours, le truc. Mais moi, je pense que c'est un génie parce que tout ce qu'on a critiqué d'elle en disant, mais elle avait aucune technique, elle avait que la foi, le mec a tout dit. À partir du moment où tu fais une œuvre, où tu te fous du marché de l'art, du truc, du machin, tu as une liberté absolue, et tu vois bien qu'il est un peu raté, que tu as envie de le restaurer, que tu fais ce truc qui est une merde absolument fabuleuse. Non mais fabuleuse dans le sens où moi, elle me nourrit de tout. Si j'ai ça chez moi, j'ai l'humour, j'ai la force, j'ai la liberté absolue. C'est surtout le truc où tu te dis, c'est tellement pas ça, que ça vient d'une autre planète. Il n'y a jamais rien eu qui ressemble à ce truc avant elle. Et il n'y aura rien qui ressemblera après que ce truc qui fascine les troupes. Et au début, ils se sont dit dans le merde, on va refaire un truc, on va enlever ce truc, on va mettre un drap dessus. Quand ils ont vu que c'était devenu un pèlerinage, les gens vont se battre pour aller voir ce truc raté, ça prouve bien qu'elle ne l'a pas raté. Il évoque tellement de magie. Pour moi, c'est le tableau que je rêverais d'avoir. Je l'échange contre n'importe quoi. Donc si j'arrive un jour à avoir sa force à elle, c'est-à-dire cette foi au-delà de tout, qui fait qu'elle est sûre d'avoir fait un chef-d'œuvre, non mais c'est fabuleux, ce serait fabuleux. Donc il faut départir de la technique, départir de notre histoire, avec l'histoire de l'art et de notre histoire humaine, pour en être une sorte de magie pure. Et son tableau, il est magique. Là, il faudra que tu regardes. Restauration ratée du Christ. Ah, le chef-d'œuvre, il me fait marrer rien y penser. Fantastique. bon. Parce qu'il touche du doigt quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est au-delà de tout. Pour moi, elle est au-delà de. Voilà, pour le coup, elle est avant Caravage. Elle a tué tout le monde. Elle n'avait que la foi, mais c'est ce qui suffit en fait. C'est pour ça que je vous dis, gardez juste cette confiance absolue de. Alors, on n'a pas tous la même histoire, ni les mêmes parents qui nous ont amenés à tout ça. Mais là, maintenant, il faut faire abstraction de tout ça. Moi, il a fallu faire la distance avec cette intrusion de ma mère pour faire les tableaux, mais elle ne me hante plus. Donc, quelle que soit votre histoire, la responsabilité, c'est d'en faire une sorte de confiance absolue, parce que c'est la seule. Il n'y a que ça. C'est presque une obligation. C'est une obligation. Il n'y a pas de choix, de toute façon, vous êtes forcément heureux, sinon vous auriez. Il y a deux types d'humains, les gens qui se suicident et les artistes. Si vous choisissez en toute conscience de mettre fin au jeu, ce serait bien, c'est ton choix, de toute façon, je te comprends, et hop. Mais si tu restes, c'est que tu optes pour la vie. Et ça, c'est l'attitude artistique absolue. Il y a peut-être un troisième cas, parce qu'il n'y a pas que des gens qui se suicident et il n'y a pas que des artistes non plus. Donc, à mon avis, il y a une brèche quand même, non? Ah, bah ça, c'est l'utopie qui fait que je continue à peindre. Mais je pense que si vous. Alors, si, là, toute la différence, quand tu dis il y a des gens qui ne se suicident pas et qui ne sont pas des artistes, c'est juste la conscience. Tu te lèves le matin, tu n'as pas conscience de. Ah oui. Tu vois, en toute conscience. Si tu optes pour l'existence, ça, c'est un acte artistique, c'est le seul. Mais si tu ne fais pas cas et que tu vis parce que c'est comme ça, d'ailleurs, les gens qui sont comme ça, le jour où quelqu'un meurt, ils disent c'est la vie. Non, c'est surtout la mort, connard. La vie, c'était avant. Tu vois, tu t'es encore trompé même sur ce dernier coup. Mais qui sont sur toute la ligne, et au moment où il faut dire
c'est mort, bah, c'est la vie. Le mec, ça commence à l'envers. Ah, tu te dis, bah, eux, ils me donnent raison tout le temps. Ces gens-là me donnent ma confiance. Moi. C'est vraiment toutes les erreurs me donnent confiance, toutes les réussites me donnent confiance, conscience que je ne me trompe pas de chemin parce que moi, je me marre et lui, non. C'est la vie, c'est aujourd'hui. N'attendez pas que je sois la mort, de toute façon. Restons sur une